Bonjour. Aujourd'hui, suite à la série de correctifs et néanmoins approfondissement de l'utilisation de Ungit, notre outil de versionning intégré à Visual Code, eh bien, en utilisant un peu l'ensemble, j'ai eu une mauvaise surprise que je vais vous présenter tout de suite. Quand on est dans Visual Code, donc j'ouvre Visual Code pour se mettre en activité, si je puis dire. On lance Visual Code, on est dans notre site, le fameux site test. On va faire une Go Live pour avoir la synchronisation automatique de notre navigateur par rapport à notre code. Jusque-là, rien d'extraordinaire. On fait Go Live. Et on voit au passage que nos Ungit, il ne vient pas encore tout seul là, malgré qu'en principe, il devait assez rapidement revenir. Donc, on lance ça. Ah, j'ai oublié, bien évidemment, ici. Alors, je ne sais plus où il est. Alors, je rappelle, dans la console, qui est intégré aussi ici, HIST, début du mot historique, tabulation, ça complète le mot, ça évite les erreurs d'orthographe, etc. Entrée, on voit les dernières commandes et on voit que c'est la 44. Point d'exclamation 44 entrée et ça relance pour nous la commande. Le mot de passe fréquemment usité, on le sait, donc à choisir au plus simple. Et ça nous lance, on le voit ici, notre AMPS. AMPS, on n'en a pas besoin. Notre console, on n'en a pas besoin non plus. Mais du coup, ici, si j'actualise le navigateur, on est opérationnel. Comme on avait préparé nos virtual hosts, ici, je ferme, voilà. On voit qu'on est ici dans notre première page web. Si ici je mets un petit smiley, on voit qu'on n'a rien d'autre à faire et qu'il apparaît également dans la console sans avoir besoin d'enregistrer quoi que ce soit ou d'actualiser le navigateur. On le sait, c'est également, ici on inclut un fichier add.php, si je vais le chercher dans mon listing ici, j'ai une opération qui appelle une fonction qui se limite à retourner l'opération de a plus b égale la somme de a plus b. Par exemple, 1 plus 2, ça fait 3, oui, je crois bien. Si on ajoute simplement un 0 ici, on le sait, hop, 1 plus 20 égale 21, l'équation reste totalement correcte. Donc tout ça est globalement bien pour pouvoir commencer à s'amuser avec du PHP et faire plein de choses magnifiques, mais il y a quelques petites choses qui vont pas bien. Notamment le Ungit, là, on voit bien qu'il ne vient pas. On voit bien qu'on ne le voit pas. Donc, je ferme et il y a un problème. Je ferme, on ferme tout en fait. On annule aussi notre AMPS. Et puis j'ai découvert donc autre chose qui n'allait pas. Par exemple, Linux, pardon, c'est le monde du libre, etc. On sait qu'avec Discover, on peut charger des tas et des tas d'applications. Donc, par exemple, LibreOffice qui, dans la distribution Kubuntu que nous avions choisi, eh bien, est d'emblée installé. Mais le problème, regardez, c'est que si on le lance, je suppose que vous avez la même chose, si on le lance, le cadre apparaît, le cadre de lancement apparaît, on peut même l'agrandir, etc. Mais on voit bien que d'emblée, c'est pas très catholique tout cela. Notamment, on voit que le processeur il sature, ça nous donne bien l'impression que ça arrive, mais excepté les trois mots du menu ici, on voit bien qu'on n'a rien du tout dans la partie centrale. Bref, ça bloque LibreOffice. Alors j'ai cherché un petit peu ce qui plantait à ce niveau-là, et là une petite mauvaise nouvelle, c'est notre MPPS. Alors, la solution n'est pas compliquée, soit on va encore effacer, modifier les fichiers d'un MPPS, vous savez comme on a fait dans la 4.3, la vidéo précédente, dans la 4.0, la vidéo précédente remplie de correctifs, parce que ça, c'en était un, mais on voit bien qu'un MPPS, il a donc cet énorme avantage de nous permettre d'installer sur notre serveur virtuel des tas et des tas de logiciels avec juste quelques clics, mais on voit bien qu'il présente aussi pas mal de problèmes. Alors, pour arrêter ce LibreOffice qui ne veut pas aboutir, on a notre outil Stesser ici, on l'appelle, voilà, on prend ce logo-là ici, les process qui tournent, et on cherche LibreOffice, il est là, on l'arrête, et là notre fenêtre va disparaître, bref, il n'est plus en route. Et donc on doit se débarrasser
effectivement de AMPPS pour revenir à une version de serveur local qui a fait ses preuves, qui s'appelle XAMPP pour Linux, hein, c'est l'équivalent de WAMP pour Windows et de MAMP pour Mac. Alors, pour supprimer un MPPS, bien c'est pas compliqué, on ouvre notre outil Dolphin. Voilà. On va dans nos W ici, dont on avait fait le raccourci, on remonte jusqu'à local là-haut, et là on va faire sudo chmod -r777 am tabulation. En gros, on va donner les droits de lecture et d'écriture de tous les fichiers et dossiers du dossier AMPPS, y compris en profondeur. Alors, si on essaie de l'effacer d'ici, ça ne marche pas. Par contre, on rentre dedans, et là, on sélectionne le premier dossier qui s'appelle aussi AMPPS, CTRL A pour tous les sélectionner, et on appuie sur la touche Supr. Là, on voit que se met en route un process ici qui nous dit une tâche en cours, c'est le déplacement. Alors, c'est un déplacement parce qu'en réalité, il prend tous ces fichiers-là et il les met dans la corbeille. Voilà, donc il les efface et petit à petit, on a 13 dossiers et puis bientôt, on n'en aura plus un seul. Donc, je ferme la notification en cliquant dans le vide dans l'écran. On attend que ça soit complètement vide ici, sous nos yeux. Voilà, c'est terminé. On voit que le dossier est complètement vide. Il nous reste néanmoins un MPPS. Et lui, ce dossier-là, malgré qu'on a tous les droits en écriture, etc., si on fait supr, il ne veut pas partir. Sympa, mais il ne veut pas partir. Pas grave, on a une commande hein, en console, on peut toujours tout faire, qui s'appelle alors rmdir et am tabulation hein, pour l'autocomplétion et éviter de faire des fautes. Là, il y a du P, etc. Par contre, on s'en doute, si je fais entrer, ça ne marche pas. Permission non accordée, il faut être root, bien évidemment. Alors, la flèche en l'air du clavier, ça rappelle la dernière commande, la touche qui permet de revenir en début de ligne, et on insère un petit sudo, comme on l'a fait récemment, il n'a pas demandé le mot de passe, on voit que notre dossier AMPPS donc, a bien fonctionné. Alors du coup, notre raccourci ici, www, on peut également le supprimer. On remettra le prochain en même temps. Au niveau des logos, hein, je rappelle qu'on a des logos, des petits icônes qui nous permettent de démarrer les applications dont on a besoin rapidement et fréquemment. On a la calculatrice, Dolphin, alors ouais, je préférerais Dolphin ici, Stesser, voilà, Sublime Text, très bien, la console, GitKraken, notre Chrome et notre Visual Code Editor. Notre corbeille étant remplie, on fait un petit coup de vider la corbeille pour qu'elle redevienne bleue, c'est-à-dire qu'elle nous apparaisse comme étant vide. On voit ici qu'on a une mise à jour à faire. Alors on pourrait cliquer ici et cliquer sur mise à jour, on arrive dans Discover, etc. Mais je vais passer par la console parce que tout simplement, c'est toujours plus rapide. Donc ici, sudo apt update et sudo apt upgrade. Une commande, une ligne de commande, hein, que quand on fait entrer et le code qui va bien, zut, bien joué, j'ai tapé APR, pas grave, hein, flèche en l'air pour rappeler la dernière commande. Update, et je l'ai fait qu'une fois l'erreur, ok, et donc là, comme on a fait le code il y a 2 secondes, là, il n'y a pas besoin de le refaire. Donc, il va télécharger avec le update les nouvelles librairies, les nouveaux bouts de script du système. Et puis, le upgrade, ça veut dire qu'il va réellement les installer. Il va certainement nous demander la validation, la confirmation qu'on veut mettre à jour. C'est en français, donc oui, et pas yes, O, entrée. Et donc, ça fait le travail. C'est très rapide en console. Hein. Moi, je préfère le faire en console. Voilà. Alors là, on a tapé hein, l'instruction, mais j'aurais pu faire IST, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, IST, tabulation. Ça rappelle les dernières commandes. Et j'aurais pu appeler là, point d'exclamation 51, entrée, et ça aurait fait le travail. Exactement de la même façon. Donc, il va rechercher, hein, au cas où il y en a des nouveaux depuis la minute précédente. Voilà. Donc là, on a plus notre AMPS. Si on s'amuse à rappeler LibreOffice, je ne vais pas le faire ici, mais j'ai déjà fait le test, ça ne marche pas. Alors la solution par rapport à ça, on ferme la console, voilà, on est bien clean, c'est d'aller dans Discover. Voilà, on a pu, hein, ici le petit voyant qui dit qu'il y avait des mises à jour à faire.
Voilà, hein, ça veut dire que notre système est parfaitement à jour. Et ici, je vais taper LibreOffice pour rechercher donc le LibreOffice, celui qu'on a vu qui ne se mettait pas en route. Voilà. Alors, il faut peut-être faire entrer. On va le faire, voilà. Et là, on va supprimer donc LibreOffice Impress, supprimer LibreOffice Base. Il veut le code, bien évidemment, c'est une opération un peu sensible. Donc, on attend que ça soit bleu, supprimer le LibreOffice Base, supprimer le LibreOffice Writer, le calque, c'est comme la suite Office de Microsoft, hein, c'est les équivalences en open source là par contre. Voilà. Alors supprimer, 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 voilà. Supprimer ici. Voilà, ben ça doit en faire partie. De toute façon, il n'y a jamais de graines graves. Hein. Voilà, donc maintenant on a installé, on peut le réinstaller. Voilà. Suppression en cours. Plus que 2, non 3, plus que 3. Voilà. Il nous demande de confirmer, bien sûr, on le veut, cette suppression. Confirmer. On attend quelques secondes. Hop, j'ai dû cliquer pour que ça revienne. Je fais la flèche en l'air. Donc, suppression en cours, plus que 3. Voilà. Plus que 2. Et puis LibreOffice Math, ça aussi, voilà, c'est ce bout-là que je cherchais. Donc je faisais la roue de la souris en descendant pour aller chercher l'autre. Mais là, on voit bien, hein, ça occupe bien le PC. Il est à 100% d'utilisation du processeur quasiment. Voilà, donc ça c'est fini, ça c'est fini. Donc du coup, il en reste un. Le LibreOffice Math. Alors, LibreOffice Math, hein, c'est juste pour écrire des fractions sur 2 lignes. Voilà. Voilà, donc installer. Hein, le bouton devient installé un peu partout. Voilà. Il va faire 87%. On regarde en descendant tout petit peu l'ascenseur. Si on en a d'autres, non, là c'est installé. Bon, ouais, ça c'est juste des icônes. Donc c'est tout bon. Ok, je pense que là, il doit avoir fini. On remonte au maximum. Oui, il a fini. On a encore celui-ci, la suite de productivité. Ouais, EDF. Donc il manque celui-ci. Supprimer. Confirmer. Voilà. En fait, je pense que j'aurais pu faire celui-là. Ça annulait les autres peut-être. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que voilà, ça y est, il est complètement supprimé. Maintenant, ça veut dire qu'effectivement, il apparaît peut-être encore dans le menu, mais si on reboot la machine, il apparaîtra plus. Voilà, voilà, je crois que là, c'est terminé. Ok, voilà. Je n'ai pas avoir une très bonne connexion, il continue de chercher encore des applications. Alors, n'hésitez pas, hein, quand vous avez quelques minutes, à plonger dans les domaines qui vous intéressent, parce que vraiment, notamment, je regardais tout à l'heure, au niveau graphisme, il nous faut un logiciel pour manipuler des images, des photos qu'on va mettre dans les sites web. Et bien ici, il y en a pas mal. Par contre, oui, il faut que j'enlève le mot LibreOffice là-haut, sinon il ne va pas les trouver. Il va chercher toutes les applications graphiques qui contiennent LibreOffice. Donc je fais entrer. Et en fait, là, on voit qu'il y en a plein pour manipuler même des objets en 3D, etc. Il y en a certains très très connus, comme GIMP. Alors, je ne sais pas, c'est bizarre qu'il apparaisse pas plus vite. Peut-être que je ne suis pas tout à fait dans la bonne partie. Voilà, je vais venir dans graphisme. Ah, il est là, GNU, je l'ai vu. Voilà, quand on est dans graphisme, GNU, image manipulation programme, les initiales GIMP, GIMP. Et avec celui-ci, on fait vraiment énormément de choses. Pour faire du dessin vectoriel,
Inkscape, également assez connu d'ailleurs. Il y a des super tutos, y compris en français, sur ces deux logiciels-là. Donc je vous laisse découvrir tout ça. L'objectif ici, c'est véritablement d'avoir notre base d'opération pour mettre en place des sites internet. Donc on se concentre sur l'objectif. Alors comme on a ôté un fichier, on est dans un cas un peu particulier. Moi là, je préfère faire démarrer, quitter et redémarrer tout simplement. Quand ça apparaît, moi je laisse toujours 2-3 secondes ici, même si je pourrais tout de suite, hop, vers 25, 27, là c'est bon. Soit cliquer ici sur redémarrer pour accélérer le processus, ou sur OK, ça marche aussi. La machine reboot. Voilà. Nous on part ici d'un Windows, hein, je vous rappelle. Donc, mais bon, j'ai un ami qui le fait sur Mac. En fait, c'est exactement, c'est complètement similaire, hein, le Oracle VirtualBox et l'installation de Kubuntu, c'est exactement. Bah après, on est dans la box, donc c'est exactement pareil. Donc en fait, même si dans la page doc de c57.fr, ça dit que c'est pour Windows et Linux, en fait, c'est aussi valable pour Mac. Voilà, donc là, on a nettoyé notre LibreOffice, notre site LibreOffice. Donc, normalement, elle ne doit même plus apparaître. En effet, on ne la voit plus ici. Puis, même si on va ici dans Bureautique, voilà, il n'y a plus rien. Là, c'est bien à jour. Néanmoins, on la veut celle-ci parce que tout simplement, on doit être capable rapidement d'éditer un document, etc. Et que cette suite est vraiment fantastique à plein de niveaux. Donc, on retourne dans Discover. Et de là, l'application phare Discover. Donc, il nous en propose plein et tout le temps. Et ici, donc, on tape, hein, pour plus de facilité, LibreOffice. Entrée. Voilà. Et là, on va essayer. Il est où? Draw, Water, la base, ce qu'il appelle la base. On va voir ce que ça donne. Possible qu'il nous demande le code. C'est même, voilà, garanti comme on a rebooté. Et aussi bien, avec elle seule, ça devrait suffire pour qu'on ait la totale. Ça, c'est sous réserve, hein, parce que sinon, il faudrait installer Impress, Writer, Calc, Draw. Mais la base, peut-être que ce qu'il entend par la base, c'est les applis de base de LibreOffice. On va le savoir dans quelques secondes. Ça permettra de clarifier ce point-là. Alors, attention, c'est bien beau, mais du coup, si on prend notre console, qui nous installe ça, qu'on tape notre fameux historique tabulation, et qu'on veut redémarrer notre serveur, alors je crois que c'était 22, hein, 22, on avait dit, celui-là, là, c'est une bonne formule parce que c'est facile à retenir. Alors je fais point d'exclamation 22, bien évidemment, il nous demande quand même le code, puisqu'on veut œuvrer en tant que sudo, mais maintenant la commande est strictement introuvable. En gros, on n'a plus de serveur local. Normal, puisqu'on a effacé simplement le dossier, hein, voilà. Donc on va devoir le remplacer, et pour le remplacer, c'est très simple. On va prendre donc exemple, je vous l'ai dit juste avant, le reboot. Voilà. On ouvre notre navigateur. Et donc ce qu'on veut, c'est un Apache, un serveur Apache. Donc on prend un onglet. Alors, vous voyez cette fenêtre, elle est dimensionnée ainsi parce que, souvenez-vous, on aime bien avoir notre éditeur Visual Code avec le code, et puis sur la droite, là, le rendu immédiatement. Pour pas à chaque fois régler la taille des écrans, des écrans des fenêtres, je préfère ouvrir un onglet, l'agrandir ici, ou clic dans la barre de titre, c'est encore plus simple, et puis ensuite, taper ici ou dans la barre là-haut, c'est pareil, et ici, en l'occurrence, je vais taper Apache Xampp. Le premier lien qui vient, ça sera sûrement le bon, Apache Fryend, c'est bien lui, je le reconnais. On le télécharge, download, donc on va choisir, on est en Kubuntu, Linux, donc la voilà, exemple pour Linux, très bien, ça nous ira bien, on clique ici. Il nous dit qu'il veut des paquets, pas de problème, mon gars. Quand il demande quelque chose à droite, je vous rappelle, la technique, il faut être d'accord et faut le faire. Donc, on met le mot de passe qui va bien. Voilà, ça le fait en parallèle. Voilà, ça va aller vite, un petit truc. Du coup,
Ah voilà, enregistré ici, la fenêtre, je ne l'avais pas vue, je la cherchais. Et là, ben, on va afficher dans le dossier, afficher dans le dossier. Et on a donc, c'est très rapide, hein, c'est vraiment pas un gros fichier. Et on a ici Xampp Linux installé. Alors je vois qu'ici j'ai le programme compressé quand on a installé Visual Code. Ici Gitkraken, ici des index dans le cadre des essais du serveur quand il ne marchait pas, ça voulait télécharger. Mais en fait ça téléchargeait. Donc je les sélectionne. En sélectionnant le premier, en appuyant sur la touche Shift, sélectionnant le dernier. Ça sélectionne tout cela, je supprime. Et comme ça j'ai plus que celui-là. Et celui-là je voudrais l'exécuter. Mais voyez ici on avait réglé notre Dolphin pour faire en sorte qu'il nous affiche les différents droits. Je rappelle, R c'est read, lecture, W c'est write, écriture, puis le tiré ici c'est pour avoir la place de mettre un X pour pouvoir l'exécuter. Et on voit bien que ce fichier-là, autant on peut l'écrire et le lire suivant qu'on est propriétaire, utilisateur dans le groupe ou l'utilisateur, autant on ne peut jamais l'exécuter. Alors, ce qu'on va faire, c'est un sudo, puisqu'on touche des droits sensibles d'un fichier, il faut être sudo. chmod, mais cette fois, c'est pas pour lui donner les droits 777 ou autre, c'est pour rajouter juste le fait d'exécution. Donc, plus X, et puis le fichier s'appelle, le nom à rallonge, le vilain nom. Alors, on fait X tabulation. L'autocomplétion nous permet d'avoir directement le nom du fichier très précis. Je mets le code qui va bien, essayez. Et là, regardez, automatiquement, boum, on a le X qui est apparu. Et donc maintenant, on peut faire tac, tac, X, point slash X, tabulation, entrée. Voilà comment on installe Xampp. Avouez que c'est relativement simple une fois qu'on a ces petits tuyaux-là. Donc normalement ça doit le faire. Oui, on voit à droite que notre PC travaille terriblement. Je me disais on ne voit pas grand chose, c'est juste le temps de réaction. Voilà. Ah, bien joué. Effectivement, on installe un truc qui va faire office de serveur. C'est quand même du costaud, ça touche pas mal de systèmes. Donc on va devoir être root, sudo. Comme on l'a tapé juste 2 lignes avant, peut-être il s'en souvient. Oui, il ne nous demande pas le compte. Donc, il va nous installer le serveur virtuel Xampp. Next, next, next. Et là, on peut laisser next. Allez, on laisse next partout. Encore un petit dernier pour la route. Et c'est parti. Voilà, là, ça va prendre un petit temps. Hein. Donc, en attendant, eh bien, on va pas pouvoir faire grand chose puisqu'il faut attendre qu'il soit installé. On va juste se positionner ici à la racine dans notre compte et puis peut-être que le dossier OPT, il est là, voilà. On va attendre, il est déjà là, LAMP, excellent. Et nous, dans ce dossier-là, celui qui nous intéresse, c'est htdocs. Alors on va regarder s'il est déjà rempli. Normalement, pour bien faire les choses, oui, écoutez, non, il manque des fichiers là, donc il est en cours. Donc on va attendre parce qu'on va devoir donner pour ce fichier-là, c'est celui dans lequel on va... Voilà, je crois qu'ils viennent d'arriver, regardez. Ouais, ils viennent d'arriver, ils n'y étaient pas il y a 2 secondes. Bon, dans le doute, on va attendre, il ne reste plus beaucoup, mais on va préparer la commande. Alors oui, il faudra ouvrir en fait à notre terminal. Donc non, on va résolument attendre et patienter là-dessus. Pendant ce temps-là, je vais fermer ça. On n'en a plus besoin, voilà. Et puis nous, l'objectif, on le sait, c'est d'avoir notre site test qui fonctionne. Pour l'instant, il n'y est plus. Déjà parce qu'on n'a pas de serveur, donc c'est comme si on n'avait aucun accès à Internet, y compris en local. Et puis deuxièmement, c'est parce qu'on n'a plus les fichiers. Quand on a effacé le dossier AMPS, souvenez-vous, le dossier www se trouvait dans user, local, AMPPS, puis dessous, on avait tout effacé, donc y compris tout ce qu'on avait d'installé. Alors, je pars du principe que vous suivez les vidéos et appliquez dans la série, mais si entre-temps, vous faites des choses, récupérez vite... quoi qu'on a effacé la corbeille, je sais plus. Je regarde. Non, ça va. Vous rentrez dans la corbeille et vous restaurez le fichier ici. Il va vous les remettre intégral, récupérer vos développements perso et puis voilà. Vous voyez, il y a toujours en fait une solution. Donc là, il a quasiment fini. Allez, petit. Le Discover, on n'en a plus besoin. Oui, on a installé celui-là.
supprimer. Non, non. Donc on constate aussi hein, par la même occasion que le reste, il ne les a pas installés. Donc tiens, on va faire ça en attendant. Là c'est bon, supprimer, ça veut dire qu'il est installé. Sinon, il nous proposerait de pouvoir l'installer. Le calque, le draw, KDE intégration comme on est sous Kubuntu comme KDE, on va le prendre. Puis je crois qu'il y était. Et puis voilà. Je crois que là c'est bon, je vais essayer de descendre un tout petit peu dans la fenêtre pour voir les suivants. Ouais, ça peut rien avoir. Surtout que je suis tout en bas, donc c'est même pas ça. On va essayer de venir comme ça. Voilà, LibreOffice supprimé, donc c'est bon. Donc a priori, ça veut dire que c'est fini d'installer. Du moins, c'est fini. C'est en cours de fin d'installation pour ceux-là. Là. Bien, notre setup de notre 75% également. Voilà. Installing. Je pense pas qu'il y ait de fenêtre qui nous demande quoi que ce soit. Il n'y a pas de message particulier. Ça, c'est la petite fenêtre qu'on a vue tout à l'heure qui nous disait qu'elle voulait installer des bouts de librairie pour le linguistique. La console, elle, celle-ci, elle ne nous sert plus. On la ferme. Le Discover, il a quelques opérations à finir. 2. Voilà. Ceci dit, on a déjà le base qui est installé. Donc, ça veut dire aussi, le temps que notre Bitnami finisse, voilà, ça y est, il vient de finir. On a aussi, ici, on n'a pas le raccourci. Il faudra attendre d'avoir rebooté. Mais on va dans l'application, bureautique. Et là, ils doivent être tous revenus. Voilà, LibreOffice. Là, si maintenant on le démarre, malgré que notre serveur, j'allais dire est en route, non, pas encore, mais va l'être dans quelques secondes. Voilà, là on voit bien, on peut aller. Voilà, les deux qui sont en train de finir de rentrer, ils sont grisés ici. Mais le coup d'après, ça va être bon. Donc voilà, on a fini l'installation. Il nous demande si on veut le démarrer. Ben oui, on va le tester tout de suite. Et là, ça nous ouvre cette petite fenêtre. Donc c'est un peu l'équivalent de celle qu'on avait ici pour AMPPS. On va dans le manage et là on voit, bonne nouvelle, c'est que notre serveur Apache fonctionne. Ça veut dire que si on actualise notre page site test, tiens, je vois au passage que j'avais oublié un bout du mot, voilà, on arrive dans cette page-là qui est l'équivalent de notre localhost. En effet, si je tape ici localhost / boum, entrée, que je mets encore cet écran pour avoir une vue parfaite de la barre des menus et pas en compressé, voilà, eh bien, j'ai la page d'accueil de notre serveur local. Nous, ce qui va nous intéresser souvent, c'est d'aller ici, dans phpMyAdmin. Ça veut dire que cette page... par contre, on voit que notre serveur de base de données, phpMyAdmin, est le programme qui nous permet de gérer les bases de données. En effet, il n'est pas en route. Alors, on va le mettre en route Start. Voilà. Il peut mettre un petit temps et il peut des fois ne pas démarrer. S'il ne démarre pas, bien souvent c'est un problème de port. Deux solutions. L'optimal c'est d'aller fouiller avec une commande qui doit être unet-a, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. unem.a. Donc tous les ports qui sont en train d'être écoutés, puis voir quel script utilise le port 3306. Et puis sinon, tout simplement, vous faites configure et vous changez le port ici. Vous rajoutez un, vous mettez 3307, ok, boum, et ça marche bien. Bon, toujours est-il que là, notre serveur de base de données, il fonctionne. Ça veut dire que si ici, cette page-là, je l'actualise, voilà, maintenant, j'ai bel et bien ma zone d'administration qui permet de rajouter des bases de données. Si vous voulez commencer à jouer avec les bases de données, par exemple, C57, il lui en faudra une tout tard, vous mettez le nom de la base de données ici et vous venez chercher l'encodage UTF-8 General CI. C'est celui qui permettra d'avoir pas de mauvaises surprises avec les accents que nécessite notre langue, la langue de Molière. Voilà. Soit dit en passant, le paramètre de l'utilisateur des bases de données dans notre serveur local, il s'appelle root, R-O-O-T. C'est le maître à bord, et le mot de passe, c'est rien du tout. On met rien du tout. C'est dans les scripts quand on veut faire la connexion. Et le serveur de base de données s'appelle localhost. Si vous installez de toutes
pièce, un script comme WordPress, Concrete 5, enfin il y en a des centaines de mille, on les a vus avec Softaculous, mais à la main, si je puis dire, vous préparez vos bases de données, il faut bien retenir ces infos. Serveur de base de données, localhost, utilisateur, user, root, R-O-O-T, mot de passe, rien du tout. Maintenant, on verra aussi comment plus tard définir des paramètres par rapport à ça, surtout quand on veut à un moment donné, bien évidemment, passer sur un vrai serveur. Donc voilà, notre AMPPS fonctionne, on le voit bien. Par contre, donc, on voit aussi pour l'instant que quand on va dans localhost ou pour l'instant site-test, ça arrive toujours sur cette page. Et ça, nous, on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas systématiquement cette page-là. On veut parfois tout simplement aller dans un des scripts qu'on a rajouté. Alors, on n'a pas encore donné les droits à notre htdoc, ça veut dire que si on rentre dedans et qu'on veut modifier par exemple ce fichier-là, on voit bien qu'il y a plein de trucs grisés parce qu'on n'a encore pas le mettre à bord. Tout ça, ça vient d'être installé. Donc ici, on fait un sudo chmod -r777 et puis donc il s'appelle ht tabulation. Entrée. Voilà, pas besoin de confirmer parce qu'on l'a fait il y a peu de temps. Et là, si cette fois je veux faire quoi que ce soit, j'ai tous les droits. Je peux le supprimer, etc. Je ne veux pas le supprimer, il me sert pour aller dans phpMyAdmin. Donc, je vais juste le renommer. Et moi, j'ai pour habitude de dire, c'est le fichier d'origine, donc un souligné O pour l'identifier. Intérêt de la chose, c'est quand on arrive dans notre localhost, eh bien, on a ça. C'est moins joli de prime abord. Mais là, je peux aller, si demain je fais un site qui s'appelle créer un nouveau dossier. Mon site s'appelle, mon site, hop, je suis dedans et je veux créer un nouveau fichier texte que je vais appeler index. J'aurais pas dû dire fichier texte parce qu'on va voir ce que ça donne, index.html. Ah ben non, ça va. Je veux l'éditer, donc l'ouvrir avec, je vais prendre Kate, un tout petit éditeur interne pour pas régler quoi que ce soit dans l'autre. Ici, il faudrait mettre toute la syntaxe HTML pure, mais là, ok, coucou, juste pour dire c'est notre fichier, j'ai pas besoin de valider, etc. Je suis maître à bord. Eh bien, si j'actualise cette page-là, voilà, j'ai mon site et si je clique ici, ok, tout. Bien sûr, c'est pas une vraie page HTML. Hein, si je regarde le code source, j'aurai pas quelque chose de bien propre. Alors, pour regarder le code source, c'est bouton droit de la souris, afficher le code source. Voilà, et je vois bien que je n'ai pas une structure HTML que W3C serait content. Ou deuxième solution, je clique sur F12 et puis je vois les éléments. Et puis là encore, on voit bien que ce n'est pas du tout standard. On n'a rien du tout. Voilà, mais c'était juste pour dire. Donc nous, la préoccupation, là c'était juste pour comprendre comment ça fonctionne avec notre dossier. On voit que notre serveur local fonctionne, mais on voit aussi, là, je n'ai pas tapé local site test et j'arrive pas dans site test pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est même pas dans la liste des dossiers. Donc, on va remonter cd espace point. J'aurais pu cliquer tout bêtement dans htdocs là-haut, hein, c'était la même chose. Et puis ici, on va faire un git clone. Alors, moi, je ne m'en souviens pas de tête. Peut-être que vous aussi, mais sinon, moi, je fais comme ça, GitLab. Hop. Ah bah, lui, il s'en souvient. Alors hop, c'est bon. C'est vrai, j'y pense pas, mais on a cet outil qu'on avait posé. J'y pense pas toujours. Il est là, site test, tout simplement. Ça marche aussi. Et là, je ne pique pas l'URL. Hein. Attention, quand on fait un git clone pour récupérer un dépôt, dans GitLab, dans GitHub, c'est exactement le même principe. On vient copier ici l'URL dans le presse-papier, parce qu'en fait, c'est pas la vraie URL. Hein, on va le voir, ici ça finit par site test, alors qu'en réalité, si je reviens dans ma console, je crois que je travaille ici, voilà, Shift CTRL V pour coller dans la console, on voit bien que c'est pas l'URL vraiment. Hein. On fait entrer, et là, qu'est-ce qui se passe? Si je reviens ici, j'actualise, maintenant j'ai un dossier site test. Voilà, alors si je clique ici, on voit notre page qui arrive, mais par contre on a site test. Ça veut dire qu'on est comme si on était dans localhost / site test. On n'est pas vraiment dans notre virtual host, pour la bonne et simple raison qu'il nous reste un fichier à configurer. Mais je ne l'ai pas fait en premier parce qu'on a besoin du fameux fichier qui permet de configurer le virtual host. Souvenez-vous, hein, c'est dans httpdconf qui se trouve dans, alors c'était user local ampps à page 2 extra conf et le nom du fichier.
Ben là, il se trouve ailleurs déjà pour commencer, puis on va pas tout retaper. Par contre, vous voyez aussi qu'entre-temps, ben, ça a évolué un peu, que comme on vient de le récupérer, on a la dernière version. On verra un peu plus tard tout ça, comment ça fonctionne. Donc voilà, ça a un tout petit peu évolué par rapport au dernier coup. Ça, on va le fermer, plus la peine de le voir. On le ferme, mais vous voyez que le serveur, lui, continue de tourner. Alors, à titre d'info, parce que ça peut servir, si on veut stopper le serveur, c'est sudo, faut être maître, /opt. Alors, je tape juste O tabulation, lamp, je tape juste L tabulation, puis là, LA tabulation, parce qu'il y a plusieurs fichiers qui commencent avec la lettre L. Et là, stop. Simple. Voilà. Il me dit il stoppe la page, il stoppe le serveur MySQL, puis le ProFTP, on n'en a pas besoin d'ailleurs, on utilisera un autre outil qui est dans Visual Code. Mais si je fais actualiser, ben voilà, on n'a plus de serveur. Si je veux le remettre en route, alors dans la console, je clique dans la console pour que le curseur y soit, flèche en l'air, et puis j'ai fait juste les deux dernières lettres, start. Boum boum. Et j'actualise mon navigateur. On voit plein d'erreurs, mais ça marche quand même. Par contre, on a une petite erreur netstall, c'est parce qu'effectivement, quand on installe exemple, il manque un petit bout, alors ça c'est pas dur, c'est sudo apt install, et ce qui manque ça s'appelle les outils netstat. On fait ça, voilà, c'est très rapide, c'est un petit bout de fichier, et là effectivement si je refais le stop, c'est propre, c'était déjà propre avant, on voit la dernière version de PHP utilisée, et si je refais le start, c'est propre. Alors si on veut rebooter notre serveur, c'est tout simplement restart. Il va à la fois restart, et pour redémarrer, il faut déjà qu'il arrête, donc tout seul il va arrêter, il est en train d'arrêter Apache, ok, il arrête MySQL, ok, il arrête même le ProFTP, ok, puis après il met tout en route. Et donc là on est dans l'état où c'est allumé, bon, donc ça marche. En tout cas l'intérêt c'est que on n'a pas besoin de cette console, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, notre serveur il tourne, juste si on doit donc effectivement l'arrêter, le rebooter, etc., notamment quand on fait les virtualhosts, c'est là que ça se passe. Alors on va rappeler notre outil de prédilection. J'ai découvert une bonne chose le concernant encore récemment, tous les jours c'est des nouvelles merveilleuses découvertes sur Visual Studio Code. Voilà, on le rappelle. Alors on voit que, vous voyez quand il démarre, il manque un millimètre là, alors hop, la touche Windows flèche à gauche pour qu'il vienne se positionner, puis après zut, on le rabat, voilà, j'ai pas trouvé mieux que ça, mais comme ça on optimise vraiment notre écran, quel qu'il soit, hein, il n'est jamais assez grand. Et là donc ici, on n'a plus rien de... on fait ouvrir le dossier, alors il faut savoir que donc tout se trouve maintenant, non pas dans celui-là qui ne marche plus du tout, on peut l'enlever d'ici, la première fois on va aller le chercher à la main, ordinateur, OPT, lampe, et donc il s'appelle htdocs. Dans un PPS c'était WMS, c'est exactement le même principe. On vient le prendre ici et hop on le déplace ici. Parce que pareil, donc on arrive ici et là on voit bien, on a mon site, le truc qu'on a fait tout à l'heure, je le supprime, c'était vraiment un titre d'exemple. Là j'ai juste appuyé sur supprime, il n'a pas l'air de vouloir. Il n'a pas l'air de vouloir. Bon, peut-être pas d'ici parce que là on est dans la fonction d'ouvrir le dossier, mais nous ce qu'on veut ouvrir c'est celui-là. Ok, donc il faudra le supprimer après. Voilà, et là on retrouve totalement notre programme là, notre programme site test, notre premier petit site. Sauf qu'il a évolué un tout petit peu depuis l'autre fois. Mais donc on va tester. Alors il faut savoir que les pages, elles sont dans un dossier page qui est ici, et donc là on est dans l'accueil. On va prendre notre Go Live. Alors bonne nouvelle, vous voyez, on appuie à MPPS et un guide apparaît. Donc même ça coince quelque part. Et puis là, on voit un autre problème, c'est que notre Visual Code, pour bien analyser le PHP, etc., il utilisait user local à MPPS. Bah oui, c'était là où il y avait le script PHP, qui est en Pascal à la base, je crois, mais voilà. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, configurer les notifications, non. On fait CTRL virgule. Voilà, CTRL virgule, on arrive ici. Alors soit on tape settings là-haut, soit on fait marcher un peu la roue de la souris jusqu'à ce qu'on voit modifier le machin JSON là. Et ici, on vient voir le PHP Validate Execution Path. Donc il était ici, dans user local, tout ça. On remplace cette partie-là par tout simplement OPT, puis c'est tout. Voilà, je crois que c'est ça. On va fermer.
on va rallumer pour voir si on a plus ce message qui nous dit qu'il ne trouve pas le chemin qui permet le chemin d'exécution du PHP. Voilà. Mais on voit déjà que même notre Visual Code, il est content de la manip, il réagit mieux. Pas de message, bonne nouvelle. Par contre, tout n'est pas arrivé, alors ne crions pas victoire. On attend de voir notre Go Live. Le voilà, le Go Live. Et derrière doit arriver le Git. Mais voilà, nickel. Et pas d'autres messages d'erreur, donc tout va bien. On ferme la fenêtre des paramètres, une chose est faite. Donc maintenant, on va résoudre tout de suite le problème de site-test. Alors pourquoi j'ai commencé par aller chercher cette version, même si c'est la nouvelle, c'est parce que j'avais préparé un dossier conf dont vous pouvez vous servir, où on a les deux réglages. Je crois qu'on l'avait même fait avant hein, pour un MPPS. Donc le etc host, il est à la racine de notre Kubuntu. Donc lui, on ne l'a pas touché. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. En effet, souvenez-vous, pour les paramètres, on se sert de Sublime Text. Si je l'ouvre, j'ai mes deux fichiers. Quoi, j'ai mes deux fichiers. Il n'y en a plus qu'un, mais on a bien la même chose là et là. Voilà, c'est notre fichier host. Par contre, celui-là, on a dit, on n'a plus besoin. Donc, on remove ça from folder. Et puis, on va aller chercher fichier, ouvrir un fichier. Alors, celui pour configurer nos nouveaux... alors, htdoc, on l'a déjà préparé. On remonte d'un cran, lampe, à page 2, conf. Et... oui, il n'y a pas d'extra ici, c'est conf. Tout à l'heure, j'ai dit extra, mais vous voyez, bon, de toute façon, on s'en aperçoit vite hein, qu'il n'y ait pas. Ouvrir. Et là, voilà, on a juste le truc pour le localhost. Voilà. Donc, on vient ici et dans notre Visual Code, dans le dossier conf, on voit opt lampe à page 2, conf. Effectivement, là, ça va, je n'ai pas mis l'extra, il n'y est pas. Et puis, alors, on a site test, localhost, on n'en a pas besoin. Donc, hop, je crois qu'on va prendre comme ça, CTRL-C, puis on testera après. Voilà. Alors j'ai fait Alt tabulation hein, pour que ça affiche automatiquement le CTRL-V, l'appli qu'on avait juste avant. Ça veut dire par exemple, je suis dans Sublime Text là. Voilà, je suis dans Sublime Text, il y a 2 secondes j'étais dans Visual Code. Alt tabulation, hop, j'ai Visual Code. Alt tabulation, j'ai celui-là. Et si je laisse le Alt appuyé et les tabulations, je continue. Voilà, j'ai toutes les applis, puis je défile. Voilà, vous voyez, ça descend à gauche. Voilà, je descends dans les applis en fonction de l'ordre dans lequel on les a ouverts. Pour marcher en marche arrière, il faut faire Shift tabulation, Alt Shift tabulation. Et là, je remonte dans le sens. Bon, bref, on peut passer d'une fenêtre à l'autre comme ça, donc. Hein. Voilà. Allez, de toute façon, c'est fait. On a notre fichier, celui-là qui est à jour, qui a été fait. Là, je suis allé le chercher dans le dépôt du site test. Ça, bon, on en a plus besoin, c'est notre LibreOffice qui est revenu comme pas mal d'autres choses en fait. Par contre, notre fichier de configuration de notre serveur, ici, il n'est toujours pas enregistré ici. Vous voyez, c'est le même principe que dans Visual Code. CTRL-S, le mot de passe qui va bien. Et c'est un des intérêts de... En fait, Visual Code le fait très bien aussi, mais comme on a la fonction d'enregistrement automatique, dès lors qu'on rajoute un seul caractère, il va enregistrer. Puis donc, il nous demande le mot de passe, puisque c'est un fichier de configuration système sensible. Donc voilà. Et donc, on a notre serveur VirtualHost. Bien évidemment, si ici, je supprime, parce que moi, l'objectif, c'est d'avoir une URL la plus simple possible ici. Je fais ça, ça ne marche toujours pas, parce que on va dans Visual là, on a notre petit terminal ici. Alors, terminal, nouveau terminal, ici. Et puis là, on va faire opt, lampe, restart. Juste une chose, est-ce que ça marche ça? Eh bien non, parce qu'il faut être root. Donc je me positionne devant, le bouton qui revient au début de la ligne, et sudo, entrée. Voilà, j'aurais pu faire historique, bon, j'avais envie de remontrer comme ça. Voilà, on réinitialise notre page, etc. Maintenant, alors j'ai bien là-haut dans l'URL que site test, si j'actualise, boum, j'ai ça. On va tester au passage que localhost, j'ai vu que dans le fichier localhost, localhost tout court dans un premier temps. Est-ce qu'on arrive bien? Eh bien oui, c'est bien. Eh bien oui, eh bien non, on arrive quand même ici. Et moi, je ne veux pas qu'on arrive là, je veux véritablement qu'on arrive là. Donc en fait, cette partie-là, elle est quand même nécessaire. Bon, si on trouve mieux avant, parce qu'à mon avis, elle est nécessaire pour nous ici, mais on doit pouvoir faire autrement pour ne pas l'avoir. Parce que dans le système, c'est déjà par défaut sur localhost. Bon, on va faire comme ça parce que ça va marcher, c'est déjà ça. C'est-à-dire CTRL-S, le code qui va bien. Voilà. On relance ici
flèche en l'air, entrée, comme on vient de le faire il y a 2 secondes, boum boum. Et si j'actualise, voilà, j'actualise ici, on est bien là où on veut, c'est-à-dire la page qui me permet d'aller dans le fichier d'origine d'exemple. Et si j'ai un autre site, par exemple mon site qu'on n'a pas encore effacé, ça marche aussi, je pourrais en avoir 50, ça marcherait pareil. Voilà, dashboard, ouais, bah c'est encore ce dossier où il y a la vraie page, sûrement que l'index au point .php, là, ni plus ni moins, il dit d'aller dans dashboard. D'ailleurs, ça se vérifie, quand on clique là, on voit dashboard dans l'URL, et puis si on veut vraiment le faire au bout de l'histoire, on fait CTRL-KO dans notre Visual Code, htdocs, htdocs, et puis on remonte d'un cran, et on prend l'htdocs comme OK. Voilà. Et là, on est à la racine de notre dossier où il y a tous les sites virtuels. Donc mon site, il est là, le site test, il est là, etc. Et on voit bien que celui qu'on a renommé tout à l'heure, effectivement, son seul boulot, c'est de faire une redirection sur le dossier dashboard. Et dans le dossier dashboard, boum, 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 il va aller chercher soit un index.php ou un index HTML. Donc il va aller chercher celui-là. Et si celui-là, je regarde au niveau du début, on a, voilà, ça c'est le menu. C'est-à-dire ici, on a application FAQ, How to Read, je sais pas quoi. Alors oui, un comble pour eux, mais j'ai vu que la responsive du test n'est pas optimale, mais on a bien ici application FAQ, How to Read, etc. Donc c'est bien ce site-là qu'on a sous les yeux. Et notre site test, alors peut-être il est là. Non, ça c'est machin. C'est 57. Site test, voilà, il est là. Voilà, il est ici. Bon, CTRL-KO pour revenir dans le dossier qui nous intéresse, site test, ou j'annule, aide, bienvenue, et là on a les récents. Et nous, c'est site test qu'on veut. C'est deux façons de procéder pour passer d'un site à un autre dans notre Visual Code Editor. Donc là, par exemple, on a le contenu de notre page d'accueil. Donc je ferme le fichier de configuration, notre serveur virtuel fonctionne. Je vais dans les vues, dans page, donc là on est dans l'accueil et on reconnaît bien le contenu de notre page d'accueil. Hein. Si je mets, alors on va utiliser notre petit Go Live. J'ai dû oublier quelque chose, apparemment la validation. OPT bin PHP. J'ai dû oublier quelque chose ici. Bon, alors là comme je ne me souviens plus, on va poser la question à Google. On va googler la question. On est Ubuntu, c'est comme Ubuntu et c'est plus court à taper. On est dans XAMPP et puis on veut le PHP Execution Pass. Entrée. Attends, Mimi, s'il te plaît. Voilà. All to fin. Hop. Voilà. Ah oui, c'est un truc style. Voilà, c'est ça. Wallis PHP. Je fais CTRL-C. Je prends ça. Shift CTRL-V. Wallis PHP. Voilà, on a le chemin complet. C'est OPT lamp bin /php. Donc, je retourne dans mon Visual Code. Alors là, je dois pouvoir faire fichier, ouvrir les éléments récents. Non, il ne le trouve pas celui-là, comme ça, un truc paramétrage. CTRL virgule. On retourne chercher notre setting. Il est où? Il est là. Voilà, notre setting. Et comme j'ai une mémoire de moineau, j'ai déjà oublié. C'était là, voilà. Alors, c'est opt lamp bin.php. J'ai juste oublié un bout. C'est le lamp, L-A-M-P-P /. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, on a cru que c'était bon parce qu'on ne voyait pas le message arriver. C'est juste qu'il a mis le temps pour arriver. Bon, toujours est-il que là, c'est corrigé. On peut faire maintenant tranquille notre Go Live ici. On ferme direct cette page-là, on ne la veut pas, mais j'actualise un petit coup celle-là. Et si maintenant je suis dans l'accueil ici et que je tape un petit coucou, on voit que ça actualise automatiquement. On note au passage qu'on n'a plus notre opération 1 plus 2 égale 3. On prend ici, vous voyez, on a mis un petit menu, on fait addition, et là on a 1 plus 2 égale 3. Eh bien, cette page, on verra le détail du fonctionnement de ce mini-site, de cette mini-structure de site, mais ici, si on a 1 plus 2 égale 3, si je mets un 0, je tape juste le 0, on voit que tout marche bien. On a bien 1 plus 20 égale 21. Ok, super pour ça. Donc, on a retrouvé un fonctionnement totalement opérationnel de notre virtual host. On a notre raccourci
ici pour y accéder facilement dans Dolphin. Voilà. On a notre... je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai dû cliquer en déplaçant. Non, on n'a pas encore notre raccourci, donc on va le faire. Le htdocs ici, pour y aller, hein, c'est là où... Voilà, tac, 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 lampe. Et là, on prend le htdocs et on le fait glisser ici, juste sous le mot emplacement. Intérêt de la chose, hein, je vous le rappelle, quand on ouvre notre Dolphin, voilà, eh bien, on a htdocs ici. Voilà. Windows flèche à gauche, le Dolphin, je l'ai mieux ici. Et là, tac, on voit tous les sites. Alors là, on est dans Dolphin, donc là, par contre, on fait sélection du mon site. Sinon, lui, il marche. Par contre, il ne marchera pas avec un virtual host. On ne l'a pas fait dans le HTTP de conf. Donc lui, on est obligé de faire localhost. Ben, localhost tout court, ça suffit parce qu'on vient cliquer ici sur mon site et on a vraiment le contenu du fichier index.html. Bon, je sélectionne là, je fais supr. Bien évidemment, si j'actualise là, lui, il n'existe plus. Je reviens en arrière pour avoir juste le site test et puis je clique ici sur accueil pour revenir dans la base de mon site test. Voilà pour notre serveur virtuel pleinement opérationnel, enchouis complètement avec notre Visual Code Editor. Alors on l'a vu, hein, il y a une autre conséquence non négligeable. Bon, je vais remettre, parce que je vois que j'ai une modification. On le sait, j'ai rajouté un 0 ici, on vient de le faire il y a 2 secondes. Donc je supprime le 2 ici. Voilà, donc si j'étais dans la page addition, ça se serait mis à jour, 1 plus 2 égale 3. Mais surtout, ça a annulé la modification. Bref, je suis clean, je ne vais pas refaire un commit juste pour ça. Je reviens dans la page accueil, donc je ferme l'addition. C'est pour voir, quand ça fonctionne, c'est que tout fonctionne. Encore qu'il reste l'aspect MySQL, mais on a vu qu'on a accès à PHP-MyAdmin, donc ça c'est bon. Et puis là, l'objectif, ben, j'ai perdu le fil de mon histoire. Bon, ben, je sais plus. Ben voilà, j'ai perdu le fil. J'entends parler à côté. La fille vient montrer de l'école. Alors, ça, non, j'aurais pas dû faire ça. Fichier reopen récent. Voilà, je le laisse dans le Sublime Text. Si on a un autre paramétrage à faire d'un autre site, on veut, par exemple, mon site, on veut qu'il soit automatique, quoi, que l'URL, on tape juste mon site, ben hop, j'ai juste à copier ça, CTRL-V pour le coller, puis adapter, CTRL-Z pour annuler. Allez, pour l'instant, on en reste là, j'enregistre ça. Notre système est pleinement opérationnel, on peut s'amuser. Alors juste, voilà ce qui s'est passé, hein. Ben, Ungit va nous le dessiner, si je puis dire. Le système de versionning intégré dans Visual Code, Visual Studio Code. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a ajouté une structure. Effectivement, on voit bien là qu'il y a des assets maintenant qui sont apparus, un contrôleur, c'est un début, une vue, un dossier, des vues, avec donc les pages et puis une notion de template. On rentrera dans les détails un tout petit peu plus tard par rapport à tout ça, parce que là, ça commence à être le début de ce qu'on appelle un modèle MVC pour structurer un site. Mais dans un premier temps, juste pour vous montrer, donc la dernière fois, si on remonte, ou plutôt on descend avec la souris dans les archives, je crois qu'on en était à rester environ par là, c'est-à-dire quand on a renommé la page, elle s'appelait page.php, celle qu'on incluait, et puis on l'appelait add.php. Puis maintenant, elle est même devenue addition.php, puis c'est une page à part entière, maintenant qu'on a un joli petit menu. On va faire deux choses. La première, c'est, maintenant je voudrais retrouver ce que j'avais là. Eh bien, la solution, soit on veut le retrouver et puis repartir là-dessus, etc., mais soit on se dit c'est juste pour voir ce qu'on avait fait à ce moment-là. Donc moi j'ai une convention perso, si je puis dire. UU, c'est du provisoire ponctuel. Si un jour on trouve un UU, c'est qu'on ne l'a pas effacé, mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'est intéressant que sur un moment donné. Donc là, maintenant, donc on tape UU, puis on clique sur branche. Donc ça crée une branche. Pour l'instant, on a ça, c'est la toute dernière version. Avec ce menu, vous voyez, il a un petit intérêt. Donc déjà, on l'observe quand même au passage, c'est que c'est complètement responsive. Vous voyez, là, on a le menu addition, etc., une barre de recherche, etc. Et puis que quand on replie au maximum, boum, eh ben, ça se transforme en ceci et que le contenu de la page reste toujours visible puisqu'il vient se décaler en bas. On a un petit footer ridicule, mais voilà, c'est histoire de dire qu'on a une petite structure de base. Si je veux voir cette version-là,
notre site tel qu'il était juste avant, j'ai juste à faire clic ici et check out. Et je n'ai rien à toucher d'autre. Automatiquement, vous le reconnaissez si vous avez suivi la vidéo précédente. On avait ceci comme site. Et attention, regardez, l'arborescence, nos fichiers locaux, du coup, ils sont ceux qu'on avait à l'époque, bien évidemment. Ça veut dire que si je vais dans la page index, voilà, on inclut le fichier qui s'appelle add, etc. Et on voit bien aussi, si je reviens sur Git, voilà. Alors il y a ce message de mise à jour, là il faut attendre que le responsable de l'extension de Ungit dans Visual Code nous propose la mise à jour automatique. Sinon il faut aller installer le vrai Ungit, c'est-à-dire en racine dans le système. Donc il faut installer Node.js pour ceux que ça intéresse. Vous mettez dans Google installer Ungit, il faudra installer Node.js, npm. Je ne sais pas si nous on l'a, npm -v. C'est encore un système de gestionnaire de... Voilà, il suffit de faire ça pour installer npm. Node, il doit être installé parce que je pense que -v... Ouais, Node, il a installé. On a la 8.10, ça doit être la licence maintenant, mais donc ça fonctionne. Mais il faut installer ces deux trucs-là. Et puis après, un apt... enfin, ce qu'il dit quand on arrive dans une Git, là, pd install Ungit, et hop, Ungit, on tape Ungit en ligne de commande dans le dossier dans lequel on est dans un dépôt Git, comme là, test, et ça nous ouvre Ungit, mais dans notre navigateur, en grand. Et surtout la toute dernière version. Et copier tous les scripts qui correspondent à ce dépôt-là, qu'on va retrouver dans le système, pour le mettre dans les extensions de Ungit. Bref, c'est une petite... un petit travail on peut s'en passer parce que assez rapidement, je pense qu'on verra apparaître ici, comme quoi il y a la mise à jour de l'extension. Donc, toujours est-il que là, on est revenu dans la version de Mathusalem, en fait, pas si vieille que ça, voyons voir les détails, il y a 5 jours, celle-ci donc, et on voit bien qu'il y a eu des tas d'évolutions. Alors, ces évolutions, on peut passer de l'une à l'autre, on l'a vu. Si on n'a plus de nom de jambe, on l'a vu aussi. Il suffit de rebaptiser le commit. Mais en fait, vous comprenez aussi là qu'un simple commit que vous faites devient carrément une version de votre site. Ça veut dire que quand vous estimez que vous avez un apport réel dans le site ou dans votre réflexion, dans votre recherche, un commit, ça permet de garantir que les changements sont modifiés. Et quand vous pushez, même si vous avez commité 10 fois en local et vous pushez qu'une seule fois, parce que là vous vous dites là j'ai vraiment avancé beaucoup, eh bien les 10 commits vont être pushés en même temps. Voilà, on n'est pas obligé de pusher à chaque fois qu'on commit. Donc voilà, et puis je rappelle que autant ici, parce qu'on a Visual Code qui intègre pour chaque programme, etc., dès qu'on les modifie, on voit les modifications qu'on a faites sur le moment, mais autant dans une guide, par exemple, dans la version qu'on a reprise, ou même dans celle d'avant, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? J'ai un petit rond qui me dit les fichiers que j'ai modifiés. Si je clique sur le petit rond, on voit qu'il est cliqué, donc il prend un double anneau. On clique sur page.php, là en l'occurrence, et on a cette présentation. J'aime pas trop, je clique sur défaut pour les avoir côte à côte. À gauche, ce qu'on avait avant, donc là c'était juste avant la factorisation de la fonctionnalité du calcul d'une simple opération. Bref, la mise en fonction d'une valeur avec une autre, et puis pour que ça nous renvoie ça dans le navigateur, retourne. Bon, bref. Mais là, on voit très clairement ce qui avait été modifié à tel moment, sans recharger, sans retourner dedans, etc. On ne voit pas l'intégralité de la page, mais si on fait ce qu'on a fait tout à l'heure pour le UU, on retourne dedans. Et là, on a la totale. Bon, nous, on va profiter des nouvelles choses là, donc on va revenir dans le checkout de celle-là. Et puis notre UU, c'était vraiment pour vous montrer et pour revenir, je l'ai dit, c'est du provisoire, etc. Donc maintenant qu'on n'est plus dessus, souvenez-vous, on voulait effacer une branche, on n'a plus le mot delete, là on n'est plus dessus, donc on peut le deleter. En bas à gauche, le UU est redevenu master, ici, et donc voilà. Voilà, donc un contrôle complet sur ce qu'on fait en code, parce qu'on a vite fait d'oublier qu'on a apporté telle fonctionnalité. Du coup, notre page index qu'on venait de regarder, même ici, elle a changé. C'est la nouvelle qui utilise le contrôleur. Tiens d'ailleurs, pourquoi je fais ça là, CTRL X. Donc du coup, hop, on va faire un petit commit en réel. Alors, Shift CTRL G dans Visual Code. Puis là, alors c'est un nettoyage. Et je rappelle que quand on passe le
la souris devant le rond dans un guide, par exemple, puis dans GitLab, etc., il y a les équivalences, on voit directement quel fichier a été touché et quelle modification. Donc, pas la peine de dire, on a supprimé la ligne du fichier index.php, tout ça, on y voit. On a fait du nettoyage. Voilà. Donc, je fais nettoyage, contrôle-entrée, ça envoie ce commit. Voilà, donc là, ça, et là en bas, on voit que il y a une différence entre nous en local et en réel. Alors, on a deux solutions. Bon à savoir, Shift Ctrl P, push ici, et puis on vient choisir Git push, on fait entrer, et hop, ça va faire le push. Ou sinon, on peut tout bêtement, si je puis dire, cliquer ici. Et là, OK. Et ça va, on va voir d'un seul coup, 0, 0, quoi, 0 ici. Si, ça veut dire quoi ça concrètement? Ça veut dire que si je reprends un onglet que je veux voir en grand, clique ici, je retourne dans le petit dépôt site test, voilà, hop, voilà, eh bien on voit bien, il y a 44 secondes, 46 secondes, on a fait du nettoyage. On clique là-dessus, sur net, et on voit très précisément quel nettoyage a été réalisé. Ça mouline hein, là-haut, parce que sinon, justement, on doit bien le voir, c'est bien mis en évidence. Voilà. En plus, on a du Monokai, je crois, comme code, comme style, mais ça, c'est dans vos paramètres perso, vos propres dépôts, vous pouvez venir choisir le style des bouts de code que vous avez. Et là, on voit bien qu'on a supprimé cette ligne, gauche-droite, comme d'habitude. Soit dit en passant, pardon, quand on est là, site test, on est dans notre dépôt, puis qu'on regarde un fichier, tiens, allez, au hasard, le index.php, qu'on vient de nettoyer. Voilà, on le voit en totalité. On le voit en totalité, oui, il vient pas vite. Site test, blob, bah ouais, il vient pas vite. CTRL F5, il devrait venir quoi, en totalité. À moins que j'ai perdu la connexion, ça arrive parfois, faut que je regarde CTRL F. Non, je ne vois pas la baisse de la connexion. Bizarre parce qu'il y a 152 octets, mais on ne les voit pas. Si je clique sur l'éditeur, voilà, ils sont là, on le voit ici. Ouais, je sais pas. Je reviens ici, site test, ça m'intrigue. J'ai la connexion puisqu'on a pu zapper dans l'éditeur et que c'est que même l'éditeur il est un peu lourd. Voilà, je reviens. Il veut pas. Résolument, il veut pas. Display source. Bah, ah, voilà, j'étais ici. Display rendered file. Ah bah oui, bah non. Ok, bah oui, bah non. Voilà, donc là, oui, j'étais pas au bon endroit à cet endroit-là. Donc là, on voit bien le code du fichier complet. Hein. C'est exactement le fichier qu'on a ici. Il a 7 lignes, quoi, 8 avec la vide, qui est ici dans GitLab. Bien, voilà pour ça. Alors, juste une petite info pour conclure sur cette vidéo, c'est que vous vous souvenez, je crois que c'est au tout début de la série des vidéos, on avait regardé un outil qui s'appelle GitKraken. Donc, quel outil par excellence hein, sur les gros projets, une Git rame vraiment. Tiens, là, on lui dit, oui, voulez-vous que de temps en temps, il fasse le fetch automatique? Ouais. Ça veut dire qu'il se met à jour, il synchronise périodiquement avec le vrai dépôt pour voir si vous êtes en avance ou en retard, etc. Donc, néanmoins, on a GitKraken ici. Lui, c'est le mastodonte du Git, l'application. Celui qui, pour les gros projets, lui, ira toujours au bout des choses. Mais dans GitKraken, il n'y a pas que l'aspect dépôt qui nous intéressait. Alors, comme on vient de tout changer notre système de serveur virtuel, si on l'ouvre, lui, il est possible qu'il ait perdu l'info de notre dépôt. On va le calibrer pendant qu'on y est. Voilà. Allez, petit. Allez, la pieuvre. Plus vite, plus fort. C'est vrai que ça mouline bien. Pourtant, ben, j'ai pas trop de choses. Un onglet inutile ici. Le dépôt ici qui est plus utile. Un autre onglet qui sert à rien ici. Voilà, ça allège un peu quand même. Et effectivement, donc on n'a plus rien. Start Local Project. Browse. Ah bah, il était déjà calibré. Puis effectivement, il nous emmène dans User, etc. Maintenant, c'est htdoc et site test. OK. Et là, on dit Create. Voilà. Et donc, already existe. Bah oui qu'il existe. Pourquoi? Ah, j'ai peut-être... Oui, je voulais pas créer, je voulais open. Lui, voilà. Celui-là, il marche plus. Il va s'enlever tout seul d'ici. Hein, à moins que...
ouais, je peux delete d'ici, voilà. Mais de toute façon, il n'y a rien à effacer, voilà. Et start, oui, non, c'est open le projet. À chaque fois, voilà. Il est toujours là, mais il va s'en aller tout seul au bout d'un moment. Open. Et donc, htdoc, site test, OK. Voilà. Là, c'est OK. Bon, voilà, on retrouve notre... qui est toujours là en secours. Hein. Non, on n'utilise pas ça commercialement. Et puis donc, on voit par exemple le dernier nettoyage qu'on vient faire. Hein. Si je clique ici, comme vous vous souvenez, on a la dernière chose qu'on a faite avec pareil, gauche-droite, etc. C'est nickel. On sait exactement ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Donc là, on a notre dépôt réel sur GitLab, là, notre dépôt local. Et puis, on voit que j'ai fait une branche dev. Ouais, alors, jusqu'à maintenant, on a travaillé pour plus de simplification que dans une seule branche. Mais, pour info, on garde la master comme étant le site e-marge. Maintenant, on fait quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de chances que ça plante, au moins ponctuellement, provisoirement, pendant qu'on le fait. Donc, on ne travaille jamais dans la master. Donc, on a une master qu'on utilise, et ben, à partir de maintenant, vous me verrez travailler dans la dev. Donc, on fait glisser, hein, ici, c'est comme si dans un Git, on clique sur dev, puis move à la hauteur du master. Ici, on le fait glisser fast forward. Voilà. Et donc, on a le dev distant qui est bien à jour. Par contre, je n'ai pas de dev dépôt, pas grave. Je fais clic ici. Et voilà, et là j'ai une dev locale, ce qui veut dire que dans mon Visual Code Editor, je n'ai pas besoin de changer rien du tout. Vous voyez, ça vient de zapper ici de master à dev. On a eu le temps d'y voir pour les plus rapides et ou ceux qui savaient déjà à quoi on allait arriver. Voilà pour tout ça. Donc on a notre master qui est synchro en local et en distant. Et notre dev, il est OK, il est synchro avec le master, mais uniquement avec le local, avec le master distant et local, mais uniquement pour le dev local. Le dev dans GitLab, lui, il est à la bourre, il est en retard d'un commit, donc on le push. Ici, c'est un simple clic aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, j'ai pas fait de SSHK, puis c'est vrai que là, je crois que celui-là de dépôt, c'est GitLab. Et GitLab, on n'a pas encore fait le nécessaire. Donc, pour faire le nécessaire, hein, c'est facile, c'est là. Quoi, les trois petites lignes qui vont bien. Préférence, authentification, GitLab. Voilà, on est connecté, mais on va add key, voilà, on va ajouter une key ici, parce que comme on a changé de système, push, je pense que ça va résoudre le cas. Ouais, c'est bon. Et là, on est bien synchro, ce qui veut dire qu'ici, je ne sais plus si on avait fermé notre ungit, mais c'est pas grave, on peut le rallumer quand même. Voilà. Pardon. On ferme ça donc, et on voit bien que notre dev, puisque maintenant hein, on travaille dans le dev, on touche au master que de temps en temps quand on veut actualiser la version officielle, que si c'était un vrai site, on aurait juste à enchaîner derrière le FTP qu'on fait depuis ici d'ailleurs, pour l'envoyer en vrai. Et on voit bien que tout est bien au même niveau, tout à la même hauteur. Il n'y a rien en retard, rien en avance. On change un caractère quelque part, bien sûr, ce sera forcément plus le cas. Donc voilà pour le système optimal. Alors je vous parlais d'un ami qui installe la même chose, qui fait les mêmes manips ou à peu près pour faire une web radio, un site de web radio au passage, il se connaîtra sans doute, et qui lui est sur Mac. Et comme moi je ne connais pas Mac mais que je suis curieux comme un peigne, donc j'ai bien suivi l'affaire de près et en même temps du coup vider la corbeille et en même temps j'ai vu qu'il y a une nouvelle version de Kubuntu. Eh bien, donc voilà, on va finir là-dessus, comme ça on aura... Ah, mais non, j'oublie aussi un truc, pardon, excusez-moi, je suis distrait. Un tout petit truc, mais donc quand on avait vu le guide Kraken, souvenez-vous, on avait vu qu'il nous servait aussi à gérer les tâches, tâches à faire, etc. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle extension, ici, dans Visual Code, je pense qu'elle est nouvelle parce que Glow lui-même est récent, qui s'appelle Guide Kraken Glow. On l'installe. Voilà. Alors, ça nous amène à un autre point qu'on va régler tout de suite. Il faut savoir, il y a beaucoup de sites où on doit s'identifier et GitHub est quand même bien plus connu que GitLab pour l'instant. Donc, on va aller sur github.com. Voilà. Non, .com tout court. Voilà. Et on va faire un nouveau compte pour notre ami membre C57. Alors, ce sera membre C57. Son email c'est membre doucement,
c57.fr et un mot de passe qui va bien aussi, qui est un peu plus sécurité que quand même celui qu'on met quand on est 100% local. Il est d'accord, a priori, eh ben, crée-moi la compte. On va faire au plus simple dans un tout premier temps. Qu'est-ce qu'il dit? There will be, you can add the name. J'ai pas bien compris. Là où il va enregistrer, mais c'est pas ça ce qui m'ennuie. Membre, username. This will be your username. Ça sera. You can add. Il croit que c'est le nom de mon organisation. Has been compromised as first party data. Je comprends pas vraiment tout. C'est le problème de GitHub par rapport à GitLab. C'est complètement en anglais. Create a personal account. Alors je vois pas trop où est le problème. C'est plus sur le mot de passe ou. Bon. J'espère que je m'en souviendrai. On essaie. Et je crois qu'il y a un problème sur le mot de passe. Mais aussi sur le login. Ah, c'est bon. C'était uniquement sur le mot de passe. Donc il s'appelle bien comme ça. Eh ben, tiens, je vais l'enregistrer comme ça me posera moins de problèmes. Voilà, il a son petit compte. Je suppose, mais ça, il ne l'a pas dit ou j'ai pas bien vu, que faut confirmer. Donc on va aller voir sa boîte aux lettres. Il a peut-être reçu du courrier, peut-être des spams aussi, parce que c'est bien la mode. Non, ouais, ça, je m'en doutais, voilà. Hein, c'est surtout ça. Juste une barre. Hein, oui, il y a eu des échanges sans doute avec des collègues. On vérifie, voilà. Voilà, comme ça, GitHub est content, il voit que c'est pas un compte bidon. Il n'est pas bidon, hein, il nous sert véritablement, on lui donne une existence finalement à notre petit membre. Ok, donc voilà. Et parce que, donc on a installé ça, on va cliquer ici pour recharger. Et donc, en bas, tout à fait en bas, dans notre barre, on a un nouveau bouton qui va apparaître. Alors par défaut, il faut mieux voir ici les fichiers sur lesquels on bosse. Voilà, donc on a le Go Live qui arrive, suivi du Ungit, mais en fait le plus rapide de tous, c'est maintenant, c'est Go Live vient d'arriver, Ungit va suivre, ok, c'est un peu comme au tiercé. Zut, j'ai cliqué sur Live Share, ah c'est un truc super ça, mais on verra plus tard. Go Live, Glow, voilà, et là vous allez le connaître, déjà la pieuvre, assez rapide, c'est que l'aspect Glow, et là, voilà, pourquoi j'ai fait un compte à notre ami membre tout de suite, c'est fait, parce que lui, et comme plein d'autres trucs, on peut signer avec GitHub. Et c'est quand même beaucoup plus simple. On autorise le truc, voilà, on confirme tout ça, qu'il envoie les informations perso, et lui, il va recevoir le message dans 2 secondes, et nous dire, normalement, c'est tout bon, voilà. Et comme c'est tout bon, il a accès à ce que a accès le membre C57 là, bon, on n'a pas encore fait grand chose, on va le connecter à GitHub, voilà, mais bon, de toute façon on n'a pas grand chose. Autorise, voilà, on connecte une fois qu'on est dedans, encore une fois, pour que ça soit synchronisé avec le dépôt GitHub. Bon, là on n'a pas de board, mais il faut savoir que si on avait un starter board par exemple. Ah bah si, on en avait fait un. Ouais, on n'a pas changé le nom du board, on l'a laissé sous starter, c'est pour ça que je ne le reconnais pas. Voilà, on avait fait ça.